Lors du dîner de Thanksgiving, mon frère a dit « J'ai déjà signé l'acte de propriété. À partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire de cette maison », et a déclaré devant toute la famille « Si cela ne vous plaît pas, sortez de cette famille ». Mais après mon départ, son expression suffisante a disparu. Je m'appelle Lisa Parker. J'avais 32 ans et je travaillais comme évaluatrice d'assurance de propriétés historiques à Richmond, en Virginie, ce qui signifiait que je passais mes journées à inspecter des bâtiments endommagés, à examiner des registres de propriété et à remarquer des détails qui échappaient à la plupart des gens. Rien de tout cela ne m'avait préparé pour Thanksgiving. Nous avions à peine terminé le dîner que mon frère aîné s'est levé et a tapé une cuillère contre son verre. Il n'a remercié personne d'être venu et n'a pas mentionné nos défunts parents. Il a placé un dossier en cuir à côté de son assiette et m'a regardé directement. J'ai déjà signé l'acte de propriété. À partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire de cette maison. Plusieurs membres de la famille se sont figés. Puis il a ajouté, si cela ne vous plaît pas, sortez de cette famille. J'ai attendu que quelqu'un rie et dénonce une blague cruelle. Personne ne l'a fait. Il a fait glisser un document sur la table et m'a ordonné de rendre mes clés avant minuit. Quand je lui ai demandé comment il avait transféré une propriété détenue par la succession de nos parents, il a souri et a dit que je n'avais jamais compris la propriété ou le sacrifice. Ensuite, il m'a accusé de vivre au crochet de la famille pendant qu'il gérait les véritables responsabilités. Je n'ai pas discuté. J'ai posé mes clés à côté de son dossier, j'ai pris mon manteau et je suis sorti sous le regard de tous. Il a cru que mon silence signifiait la défaite. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais reconnu le numéro d'enregistrement imprimé sous l'acte de propriété. J'avais inspecté ce même numéro 6 mois plus tôt et il n'appartenait pas à notre maison. Avant que je vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Hawthorne-Orchard n'était pas une résidence familiale ordinaire. C'était une ferme pomicole de 46 acres dans la vallée de Shenandoah en Virginie, centrée autour d'une maison en pierre vieille de 200 ans qui était restée dans la famille de ma mère pendant 3 générations. Mes parents l'avaient restaurée pièce par pièce tout en exploitant le verger et en fournissant des fruits aux écoles locales, aux marchés et aux producteurs de cidre. Après leur mort dans un accident de la route 4 ans plus tôt, mon frère Grant et moi avons été informés que nous avions des parts égales dans la propriété. Grant vivait en Virginie du Nord et travaillait comme courtier en investissement immobilier commercial. Il portait des costumes sur mesure, conduisait des voitures de luxe en location et décrivait les gens ordinaires comme s'ils étaient des actifs mal gérés. Je suis resté à Richmond à cause de mon travail, mais je visitais Hawthorne 2 fois par mois. Je payais le gardien, coordonnais les réparations, gérais les baux agricoles, révisais la couverture d'assurance et finançais personnellement les travaux d'urgence après qu'une tempête a endommagé le mur ouest. Grant ne venait presque jamais, sauf si la famille se réunissait ou si des photos devaient être prises. Je ne l'ai jamais défié publiquement. Après la mort de nos parents, je me suis convaincu que le deuil affectait les gens différemment. Je gérais les responsabilités. Grant gérait les apparences. Cet arrangement a duré jusqu'au printemps précédent, lorsqu'il a commencé à poser des questions inhabituellement spécifiques sur la valeur estimée de la propriété, les restrictions de zonage et la rapidité avec laquelle les terres agricoles pouvaient être vendues à des promoteurs. Il a demandé les registres fiscaux, les rapports d'assurance et les factures des services publics, affirmant qu'il organisait la succession. Parce qu'il était mon frère, je lui ai envoyé des copies. Je n'ai pas envoyé l'accord de fiducie original, qui restait dans des archives sécurisées au sein du cabinet d'avocats qu'il avait créé. Apparemment, Grant ignorait son existence. Le lendemain de Thanksgiving, j'ai conduit jusqu'à un hôtel à l'extérieur de Charlottesville et j'ai examiné les photographies que j'avais prises de son acte de propriété. Le numéro d'instrument m'était familier parce que je l'avais examiné lors d'une enquête d'assurance impliquant un entrepôt textile abandonné. Un numéro d'enregistrement légitime est lié à un dépôt spécifique. Le prétendu acte de propriété de Grant utilisait le numéro d'une servitude commerciale non liée, enregistrée dans un autre comté. Toute personne ayant une expérience professionnelle l'aurait remarqué immédiatement. Grant s'était appuyé sur le choc émotionnel pour m'empêcher de regarder de près. À 7h15 le lendemain matin, j'ai fait des recherches dans l'index foncier du comté. Aucun acte transférant Hawthorne-Orchard à Grant n'existait. Cependant, un autre dépôt est apparu. Un acte de fiducie garantissant un prêt de 1,4 million de dollars sur la propriété. Il identifiait Grant Parker,
agissant en tant que fiduciaire du Parker Family Property Trust, comme l'emprunteur. Grant n'avait jamais été nommé fiduciaire. Sous mon nom imprimé se trouvait une signature autorisant la transaction. Elle ressemblait à la mienne, mais plusieurs lettres penchaient dans la mauvaise direction. Grant n'avait pas simplement menti au dîner. Il avait falsifié mon consentement et mis la ferme de nos parents en danger. J'ai immédiatement contacté Naomi Brooks, une avocate spécialisée dans les litiges successoraux, les transferts frauduleux et les litiges de titres. Je la connaissais grâce à mon travail dans les assurances, mais nous n'avions jamais parlé de ma famille. Je lui ai envoyé le dépôt public, l'acte photographié et le résumé de la succession de mes parents. Elle a appelé dans les 15 minutes. « Ne contactez pas votre frère », a-t-elle dit. « Ne l'avertissez pas que vous avez trouvé l'hypothèque. Conservez chaque message, chaque courriel et chaque document. » Naomi a expliqué que l'acte présenté à Thanksgiving pouvait être une mise en scène, tandis que le prêt frauduleux était la véritable machination. Si Grant ne remboursait pas, le prêteur pourrait tenter une saisie. Même si nous prouvions que le privilège était invalide, un litige pourrait geler la propriété pendant des années. Ensuite, Naomi a demandé qui était le véritable fiduciaire. J'ai répondu que j'avais supposé que Grant et moi agissions conjointement. Elle a demandé si j'avais lu la fiducie complète. Ce n'était pas le cas. Après les funérailles de nos parents, l'avocat de la famille nous a donné un résumé et a dit que l'accord complet resterait en sécurité jusqu'à ce qu'un événement déclencheur se produise. Naomi a programmé une réunion d'urgence avec le cabinet d'avocats. Avant de terminer l'appel, elle m'a averti que la performance de Grant à Thanksgiving suggérait qu'il avait besoin que la famille accepte sa propriété immédiatement. Il voulait des témoins pour une version des événements. Cet après-midi-là, Grant a envoyé un message de groupe à la famille affirmant que j'avais volontairement cédé la possession et que mon départ prouvait que j'acceptais le transfert. Il m'a accusé de négliger la ferme et de prendre de l'argent sur les comptes de nos parents. 2 cousins ont exprimé de la sympathie pour lui. Un oncle nous a exhortés à garder le conflit privé. Je voulais me défendre, mais Naomi m'a conseillé le silence. Au lieu de cela, j'ai capturé chaque message et je le lui ai transféré. Grant pensait que j'avais peur. En réalité, chaque accusation devenait une preuve. Le lundi, Naomi et moi avons rencontré Charles Whitmore, l'avocat principal qui avait préparé le plan successoral de mes parents. Il a récupéré l'accord de fiducie complet dans une salle d'archives sécurisée et a confirmé que Hawthorne n'avait jamais été transmis directement à aucun des frères et sœurs. Mes parents l'avaient placé dans une fiducie de préservation irrévocable conçue pour empêcher la vente forcée, le développement spéculatif et l'utilisation abusive comme garantie. Grant et moi étions des bénéficiaires à parts égales, mais aucun de nous ne possédait la terre individuellement. Charles restait le fiduciaire administratif pendant 5 ans après la mort de nos parents. Après cette période, le contrôle serait transféré à un successeur qui remplissait plusieurs conditions, un dossier financier irréprochable, aucun conflit d'intérêts non divulgué, une participation documentée à l'entretien de la propriété et l'achèvement d'un cours de gestion agricole. Grant ne remplissait aucune d'entre elles. Sans réaliser son importance, je les avais toutes remplies. Mon expérience professionnelle comptait comme gestion de la préservation. Mes dossiers de réparation prouvaient une intendance active, et j'avais terminé le cours agricole requis l'année précédente. La date de transition de 5 ans était dans 12 jours. La déclaration de Grant à Thanksgiving n'était pas une coïncidence. Il avait découvert que j'allais devenir fiduciaire remplaçante, ce qui me donnerait l'autorité pour examiner les dépenses, protéger la terre, approuver les baux et contester les transactions non autorisées. Il essayait d'établir une fausse propriété avant que la transition ne devienne publique. Charles a également révélé une clause d'application ajoutée 6 mois avant la mort de nos parents. Tout bénéficiaire qui falsifiait des documents, dissimulait des dettes ou tentait une vente non autorisée pourrait voir sa distribution suspendue ou perdre son statut de bénéficiaire après une révision judiciaire. Mon père s'était apparemment inquiété des pratiques commerciales de Grant. Charles nous a montré des courriels dans lesquels Grant faisait pression sur nos parents pour qu'ils garantissent un projet de redéveloppement commercial en utilisant Hawthorne comme garantie. Mon père avait refusé, écrivant « La ferme ne sera jamais utilisée pour couvrir la spéculation privée de Grant. » Grant m'avait toujours dit que notre père soutenait sa carrière. Les dossiers montraient que leur relation s'était détériorée au cours de la dernière année de la vie de nos parents. Naomi a immédiatement demandé une injonction temporaire empêchant tout transfert, prêt, changement de possession ou destruction de documents supplémentaires.
Elle a également informé l'assureur de titres et le prêteur que l'acte de fiducie semblait frauduleux. Le prêteur était Bellwether Capital Partners, une société privée spécialisée dans les prêts relais à taux d'intérêt élevés. Grant leur avait peut-être donné des certificats de fiducie falsifiés, mais Naomi soupçonnait que quelqu'un chez Bellwether avait ignoré des signes d'avertissement évidents. Pendant que le tribunal examinait notre requête, j'ai reconstitué la situation financière de Grant en utilisant des poursuites publiques, des enregistrements de sociétés et des dépôts commerciaux. Sa vie parfaite commençait à s'effondrer sur papier. Sa société de courtage avait perdu 2 clients majeurs. Un partenariat de développement faisait face à un procès d'un entrepreneur. 3 entreprises liées à lui partageaient l'adresse d'un service de réexpédition de courrier. L'une d'elles avait emprunté près de 900 000 $ avant d'être dissoute. Une autre collectait des dépôts d'investisseurs pour la conversion d'un centre commercial qui n'avait jamais obtenu l'approbation de zonage. Grant avait apparemment déplacé de l'argent d'un projet défaillant à un autre. Un ancien collègue, Daniel Mercé, a accepté de parler à Naomi. Daniel a dit que Grant avait dit aux investisseurs qu'il contrôlait une précieuse propriété agricole familiale positionnée pour un développement de luxe. Il faisait circuler des photographies par drone de Hawthorne et la décrivait comme un actif de 6 millions de $. Grant avait l'intention de vendre une partie de la terre à une société de centre de villégiature immédiatement après Thanksgiving. Le prêt de 1,4 million de $ était destiné à maintenir ses autres projets en vie jusqu'à la vente. Lorsque Daniel a contesté le plan, Grant l'a retiré du partenariat et a menacé de le blâmer pour la disparition des fonds des investisseurs. Daniel a fourni des présentations portant le nom de Grant. Une diapositive plaçait des cabanes de luxe sur les plus vieux arbres du verger et le cimetière familial. Une autre proposait de démolir la maison en pierre pour en faire un centre d'événements privés. Grant avait porté un toast à nos parents lors des réunions de famille tout en commercialisant leur maison pour la destruction. Combien d'avertissements avais-je requalifiés en malentendu parce qu'admettre la vérité ferait mal? La machination a empiré lorsque tante Rebecca a appelé. Elle a admis que Grant l'avait contacté des semaines avant Thanksgiving. Il prétendait que j'étais en difficulté financière et que j'avais secrètement emprunté sur la ferme. Il lui a demandé de soutenir son annonce de propriété pour que je sois obligé d'accepter la réalité. En retour, il a promis de payer ses dettes médicales une fois la propriété vendue. Elle n'avait pas accepté d'argent, mais elle croyait une partie de son histoire parce qu'il lui avait montré des relevés bancaires contenant des retraits sous mon nom. Elle m'en a envoyé des copies. Les retraits étaient étiquetés remboursement L. Parker, mais je ne les avais jamais reçus. Naomi a assigné les dossiers à comparaître. Le compte de destination appartenait à une société de conseil contrôlée par Grant. Il avait utilisé mon initiale pour faire croire que ces transferts venaient de moi. Son accusation selon laquelle j'avais volé l'argent de la succession était préventive. Il me blâmait pour le comportement exact qu'il craignait que nous découvrions. L'injonction d'urgence est arrivée le mardi après-midi. Il a été interdit à Grant de vendre, d'hypothéquer, de louer, d'endommager ou d'exclure les bénéficiaires de Hawthorne. Il lui a été ordonné de conserver les dossiers et de remettre toutes les clés et tous les codes d'accès obtenus grâce au dépôt contesté. Un huissier a livré l'ordonnance alors que Grant rencontrait un représentant de la société de villégiature à la ferme. Selon la déclaration sous serment, Grant a lu la première page, a pâli et a murmuré « C'est impossible. Dites-moi que ce n'est pas vrai ». Son expression suffisante avait disparu, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Grant a répondu en attaquant ma crédibilité par l'intermédiaire d'un avocat embauché par l'une de ses sociétés. Il a allégué que j'avais manipulé nos parents âgés, caché des documents de la succession et fabriqué des dépenses d'entretien pour obtenir le contrôle. Il a affirmé que l'amendement à la fiducie était invalide parce que notre père n'avait pas la capacité mentale requise lorsqu'il l'avait signé. Il a accusé Charles Whitmore de conspirer avec moi. Les allégations étaient suffisamment graves pour que certains membres de la famille commencent à se demander si la vérité se situait quelque part au milieu. C'était le territoire préféré de Grant. Pas la preuve, mais la confusion. Il a publié des courriels sélectionnés montrant mon père me demandant d'organiser des rendez-vous médicaux et de vérifier des factures, présentant des soins ordinaires comme une preuve de contrôle. Il a publié en ligne qu'un membre de la famille exploitait le deuil pour faire du profit. Des amis et des proches m'ont exhorté à faire des compromis, à lui pardonner ou à cesser d'humilier la famille. Une personne a écrit qu'une maison ne valait pas la peine de détruire une relation fraternelle. Je me suis demandé pourquoi ce principe n'apparaissait qu'après que la fraude de Grant a été contestée. Naomi m'a dit de ne pas répondre publiquement.
Au lieu de cela, nous avons engagé un expert en documents légaux pour inspecter ma signature sur l'acte de fiducie. Il a conclu qu'elle avait été assemblée à partir d'au moins 2 documents sources et modifiés numériquement avant d'être imprimée. L'analyse microscopique a révélé une densité d'encre incohérente là où la fausse signature chevauchait le bloc du notaire. La notaire indiquée, Melissa Crane, avait laissé sa commission expirer 3 mois avant la signature. Elle a d'abord affirmé avoir vu Grant et moi signer à Hawthorne. Les registres de sécurité ont prouvé qu'à la date indiquée, j'inspectais les dommages causés par un incendie dans un palais de justice à près de 100 miles de là. Le journal du véhicule de mon employeur, mon entrée par badge, mes photographies et mon rapport horodaté ont établi mon emplacement. Melissa a changé son histoire, disant qu'elle avait notarié une page que Grant avait présentée avec ma signature déjà attachée. 4 jours plus tard, l'une des entreprises de Grant lui a payé $18 000. Grant l'a appelé des frais de consultation, mais il n'y avait ni contrat, ni facture, ni produit de travail. Face à de possibles accusations, Melissa a engagé un avocat et a coopéré. Elle a produit des courriels dans lesquels Grant lui demandait de nettoyer la page d'exécution et promettait que la famille avait déjà approuvé le transfert. Elle a également fourni un certificat numérisé nommant Grant comme fiduciaire. Le certificat contenait la signature falsifiée de Charles Whitmore. La machination impliquait désormais une fausse notarisation, des documents falsifiés, de fausses déclarations bancaires et une hypothèque non autorisée. Pourtant, Grant détenait toujours le contrôle physique de la ferme. Bien que l'injonction lui interdise de m'exclure, il avait remplacé les serrures extérieures et retiré l'enregistreur connecté aux caméras de sécurité. Le classeur de mes parents avait été ouvert et plusieurs boîtes manquaient. Grant a affirmé qu'il n'avait retiré que des biens personnels avant de recevoir l'ordonnance. Notre gardien, Thomas Reed, s'est alors souvenu que les caméras téléchargeaient les alertes de mouvement sur un compte cloud que mon père avait créé des années plus tôt. Grant avait retiré l'enregistreur mais ignorait l'existence de l'archive à distance. Après avoir prouvé la propriété de la fiducie, j'ai récupéré les images de la semaine précédant Thanksgiving. Les enregistrements montraient Grant entrant dans le bureau verrouillé avec Melissa et Owen Price, un représentant de Bellwether. Ils ont photographié les dossiers de la succession, ouvert le bureau de mon père et testé des clés. Dans un extrait, Grant tenait une page et disait « Une fois que Lisa sortira devant tout le monde, nous documenterons l'abandon et prendrons possession. » Owen a répondu « Le prêteur se soucie du contrôle clair. Le drame familial est votre problème. » Grant a dit que la famille le soutiendrait parce qu'il leur avait déjà dit que j'avais volé de l'argent. Thanksgiving avait été mis en scène comme une performance juridique. Grant voulait que des témoins le voient déclarer sa propriété, exiger mes clés et me regarder partir. Il prévoyait de décrire mon départ forcé comme une reddition volontaire. Naomi a déclaré que l'abandon d'un intérêt fiduciaire ne pouvait pas être établi de cette façon, mais les images prouvaient l'intention. Elle montrait également que Bellwether avait été informé du litige de propriété avant de finaliser le prêt. Le prêteur ne pouvait plus prétendre qu'il s'était innocemment fié aux documents de Grant. Nous avons modifié la plainte pour y inclure Bellwether et avons demandé des sanctions pour les dossiers manquants. L'avocat de Grant a proposé un règlement. Grant annulerait son faux acte de propriété si j'acceptais de valider la moitié du prêt, de démissionner de mon futur poste de fiduciaire et d'approuver la vente de 12 acres. Il me demandait de le sauver en sacrifiant la terre qu'il avait essayé de voler. J'ai refusé. Grant a ensuite appelé depuis un numéro inconnu. Il a affirmé que des personnes extérieures nous montaient l'un contre l'autre et a dit que nos parents auraient honte que j'implique les tribunaux. J'ai demandé s'ils auraient plus honte d'un procès ou d'une signature falsifiée. Il a ignoré la question et a menacé de publier des preuves que j'avais causé le déclin de la santé de notre mère en faisant pression sur elle pour modifier la fiducie. Notre mère était morte sur le coup dans le même accident que notre père. Il n'y avait eu aucun déclin. Grant fabriquait n'importe quoi qui pourrait me forcer à reculer. J'ai mis fin à l'appel et j'ai dirigé toutes les communications par l'intermédiaire de Naomi. Ce soir-là, tante Rebecca m'a donné une enveloppe scellée que ma mère lui avait confiée peu avant l'accident. Sur le devant, elle avait écrit « Pour Lisa et Grant, uniquement si Hawthorne est un jour menacé ». À l'intérieur se trouvait une lettre et une carte mémoire. La lettre expliquait que nos parents craignaient que Grant ne considère le verger comme un plan de sauvetage financier. La vidéo les montrait assis dans le bureau de la maison en pierre. Mon père déclarait qu'aucun des enfants ne pouvait hypothéquer ou vendre Hawthorne individuellement. Ma mère a regardé directement la caméra et a dit « Cette propriété n'est pas un prix pour l'enfant qui parle le plus fort.
C'est une responsabilité. Quiconque ment, menace ou divise la famille pour la contrôler a montré qu'il est inapte à la protéger. La vidéo ne remplaçait pas la fiducie, mais elle détruisait l'affirmation de Grant selon laquelle nos parents voulaient qu'il en prenne la propriété exclusive. Avant l'audience probatoire, le tribunal a ordonné une médiation. Grant est arrivé avec 2 avocats et la confiance soignée qu'il utilisait autrefois avec les investisseurs. Il a présenté les documents falsifiés comme des erreurs techniques commises par des employés négligents. Il a blâmé Melissa pour la notarisation, Bellwether pour ne pas avoir vérifié son autorité, et moi pour avoir aggravé un conflit corrigible. Il a admis avoir signé en tant que fiduciaire, mais a affirmé que notre père lui avait verbalement promis le contrôle. Quand Naomi a demandé pourquoi la signature de Charles Whitmore apparaissait sur un certificat falsifié, Grant a blâmé un assistant non nommé. Lorsqu'elle a demandé l'identité de l'assistant, il n'a eu aucune réponse. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'argent de la succession était entré dans son entreprise sous mon initiale, il a appelé cela un raccourci comptable. Chaque explication nécessitait une personne invisible pour porter la responsabilité à sa place. Après plusieurs heures, Grant a demandé 5 minutes seul avec moi. Naomi s'y est opposée, mais j'ai accepté à condition que nous restions à l'intérieur d'une salle de conférence au mur de verre et que la discussion soit enregistrée. Grant est entré sans sa veste. Des cernes noires apparaissaient sous ses yeux. Il a commencé par affirmer qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Je lui ai rappelé qu'il m'avait expulsé de la famille, avait falsifié mon nom, m'avait piégé pour de l'argent volé et avait mis en danger la maison de nos parents. Il a dit que l'annonce avait été nécessaire parce que je n'aurais jamais approuvé une vente. Tu traites cette ferme comme un musée, a-t-il lancé. C'est 46 acres de capital bloqués. Maman et papa étaient sentimentaux. Tu es pire. Ces excuses avaient duré moins d'1 minute. Je lui ai demandé combien il devait. Il a finalement admis que le prêt de 1,4 million de dollars n'en couvrait qu'une partie. Les réclamations des investisseurs, les garanties personnelles, les impôts impayés et les pertes de projet totalisaient plus de 3 millions de dollars. Il avait utilisé de nouveaux investissements pour satisfaire d'anciennes obligations, espérant qu'une commission de développement restaurerait tout. Lorsque le financement s'est effondré, la commission a disparu. Il croyait que la vente de Hawthorne dédommagerait tout le monde avant que la vérité n'éclate. J'essayais d'arranger les choses, a-t-il dit. Je lui ai demandé pourquoi la solution exigeait de détruire le verger de nos parents et de me faire passer pour une voleuse. Il a regardé vers ses avocats à travers la vitre. Parce que tu avais un dossier vierge. Si les gens te voyaient comme la personne responsable, ils ne m'approuveraient jamais comme fiduciaire. Cet aveu révélait tout son plan. Grant avait besoin de me disqualifier. Les faux retraits, les accusations d'instabilité et l'expulsion de Thanksgiving étaient conçus pour créer un dossier prouvant que j'avais abandonné la ferme et utilisé abusivement les fonds de la succession. Il avait construit une fausse version de moi parce que la vraie se tenait entre lui et la fiducie. Grant a offert un dernier marché. Il céderait son intérêt bénéficiaire si je persuadais Naomi de ne pas transmettre les preuves de falsification aux enquêteurs et si je convainquais Bellwether de restructurer la dette. Il a également exigé une déclaration publique disant qu'il avait agi pour protéger la famille. Après tout ça, ta réputation est toujours ce que tu essaies de sauver, ai-je dit. Il a répondu que la réputation était le seul actif qui lui restait. Je lui ai dit que la réputation n'était pas un actif qu'il possédait. C'était la confiance accordée par les autres et il l'avait dépensée. Son expression s'est durcie. Il m'a accusé de me réjouir de son effondrement et a demandé si prendre la ferme me ferait me sentir supérieur. J'ai expliqué que je ne la prenais pas. La fiducie possédait Hawthorne et le tribunal déciderait s'il restait bénéficiaire. Tu es parti à Thanksgiving comme une enfant effrayée, a-t-il dit. Maintenant tu penses que les avocats te rendent puissante. Je lui ai dit pourquoi j'étais vraiment parti. J'avais reconnu le faux numéro d'enregistrement. Si je l'avais défié à table, il aurait pu détruire des preuves avant que je n'atteigne un avocat. J'avais rendu les clés parce que je voulais qu'il croie que sa performance avait fonctionné. Grant m'a dévisagé. Le moment qu'il considérait comme ma défaite avait en fait marqué le début de son effondrement. Je lui ai parlé des images sur le cloud. Ses mains ont agrippé la table. Je lui ai dit que Melissa coopérait. Ensuite, j'ai révélé la clause de transition nommant le fiduciaire successeur qualifié. C'est impossible, a-t-il murmuré. Papa m'a dit que la fiducie deviendrait la nôtre.
Je lui ai rappelé que nous étions des bénéficiaires, pas des propriétaires. Quand il a demandé qui deviendrait fiduciaire, je n'ai pas répondu. Il l'a lu sur mon visage. C'est impossible, a-t-il dit. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Il a réalisé que dans 12 jours, l'autorité serait transférée à la sœur qui l'avait humilié. Grant s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur. Il a affirmé que nos parents m'avaient favorisé et a dit que ma vie ordinaire me rendait incapable de reconnaître une opportunité. J'ai demandé, quand est-ce que préserver ce qu'ils ont construit est devenu moins important que de le jouer au jeu? Il n'a eu aucune réponse. Grant a rejeté la médiation. Avant l'audience, des plaintes anonymes m'ont accusé de falsifier des rapports d'assurance. Un courriel fabriqué disait à la famille que je prévoyais de convertir le verger en une retraite privée. Naomi a retracé ces métadonnées jusqu'à un entrepreneur en marketing utilisé par l'entreprise de Grant. Mon employeur m'a innocenté, mais l'attaque a éliminé toute croyance restante selon laquelle Grant s'arrêterait volontairement. Le juge lui a ordonné de ne pas contacter mon employeur, mes proches ou les témoins. Il a violé cet ordre dans les 48 heures en offrant à Thomas Reed $25 000 pour prétendre que j'avais négligé le verger. Thomas a enregistré l'appel. Grant créait de nouvelles preuves plus vite que ses avocats ne pouvaient les contenir. L'audience probatoire a duré 3 jours. Charles Whitmore a authentifié la fiducie et a témoigné que ni Grant ni moi ne possédions l'autorité unilatérale de transférer la ferme. Il a expliqué que mes parents avaient ajouté la clause d'application après que Grant a fait pression à plusieurs reprises sur eux pour utiliser Hawthorne comme garantie. L'avocat de Grant a essayé de dépeindre Charles comme oublieux et influencé par moi. Charles a répondu avec des dossiers certifiés, des notes de réunion et l'audio de la conférence de signature. Dans l'enregistrement, mon père déclarait « Grant ne doit jamais se présenter comme fiduciaire à moins d'avoir été formellement nommé par écrit ». L'expert en documents a démontré comment ma signature avait été copiée à partir de documents légitimes et assemblés numériquement. Des images agrandies ont révélé des marques de stylos microscopiques identiques, rendant une correspondance naturelle effectivement impossible. Melissa Crane a ensuite témoigné dans le cadre d'un accord de coopération. Elle a admis que Grant l'avait payé pour notarier des documents en mon absence et a fourni une fausse déclaration décrivant la signature. Elle a confirmé qu'Owen Price de Bellwether savait que Grant n'avait pas de nomination originale en tant que fiduciaire. Selon elle, Owen a dit que le prêteur avait juste besoin d'assez de papier pour conclure, pas d'une leçon d'histoire familiale. Bellwether a objecté, mais la chaîne de courriels soutenait son récit. Daniel Mercer a décrit les présentations aux investisseurs de Grant et a expliqué comment il avait commercialisé Hawthorne comme une propriété de développement des mois avant Thanksgiving. Le tribunal a vu des cartes plaçant des cabanes de luxe sur le cimetière familial et une structure de stationnement à l'endroit où se trouvait la grange. L'avocat de Grant a qualifié cela de concept préliminaire. Naomi a affiché des courriels dans lesquels Grant promettait la démolition dans les 60 jours suivant la prise de possession. Les images du cloud sont venues ensuite. Tout le monde a regardé Grant répéter le plan pour décrire mon départ comme un abandon. Ses paroles enregistrées contredisaient sa déclaration sous serment. Il avait affirmé que la confrontation de Thanksgiving était spontanée. Les images montraient de la préparation. Il avait dit que Bellwether n'était pas informé. Owen se tenait à côté de lui en discutant du contrôle. Il avait affirmé que j'avais volontairement cédé la possession. Il expliquait comment il avait l'intention de faire pression sur moi pour que je parte. Les registres bancaires montraient Grant dirigeant l'argent de la succession vers son entreprise tout en étiquetant les transferts avec mon initiale. Naomi a tracé les fonds jusqu'au paiement de sa voiture de location, de son adhésion à un club privé et de ses dettes fiscales personnelles. Tante Rebecca a témoigné que Grant avait utilisé les relevés modifiés et avait promis de payer ses factures médicales si elle le soutenait. Thomas a fait écouter l'enregistrement dans lequel Grant lui offrait de l'argent pour mentir après l'ordonnance d'interdiction de contact du juge. Au moment où Grant a témoigné, ses avocats faisaient face à une tâche impossible. Il a admis savoir que la fiducie existait, mais a affirmé qu'être l'enfant aîné lui donnait une autorité implicite. Naomi lui a demandé d'identifier n'importe quelle clause reconnaissant l'ordre de naissance. Il n'a pas pu. Il a dit qu'un employé avait ajouté ma signature, mais un tel employé n'existait pas. Il a décrit les transferts de la succession comme des remboursements sans produire de rapport de dépenses. Il a qualifié l'annonce de Thanksgiving d'exagération émotionnelle plutôt que de revendication légale. Naomi a affiché son message du lendemain affirmant que j'avais cédé la possession et accepté son titre.
Elle a demandé pourquoi une exagération émotionnelle nécessitait une confirmation écrite à 20 proches. Grant s'est mis en colère et m'a accusé d'en vouloir à son succès. Naomi a demandé si le succès signifiait devoir aux investisseurs plus de 3 millions de dollars. Son avocat s'est opposé, mais le juge a autorisé la question parce que les motifs financiers de Grant étaient au cœur de l'affaire. Grant a qualifié les dettes de responsabilité commerciale normale. Naomi a présenté des plaintes d'investisseurs décrivant des fonds disparus et de fausses promesses. Puis elle a passé la vidéo de nos parents. Le tribunal est devenu silencieux lorsque ma mère a dit que Hawthorne était une responsabilité, pas un prix. Mon père a déclaré qu'aucun enfant ne pouvait hypothéquer, vendre ou menacer l'autre pour qu'il cède ses droits. Grant a fixé la table. L'enregistrement s'est terminé avec ma mère disant « Si l'un de vous choisit l'argent plutôt que la vérité, l'autre doit protéger ce qui reste. » Le juge a émis des conclusions initiales depuis le banc. L'acte de propriété exclusive de Grant n'avait aucun effet juridique. L'acte de fiducie résultait de représentations frauduleuses et d'une exécution non autorisée. Bellwether avait été suffisamment informé des irrégularités et ne pouvait pas faire appliquer le privilège contre Hawthorne. Le prêteur pouvait poursuivre Grant personnellement en vertu de sa garantie. Grant a été démis de toute fonction d'autorité fiduciaire et il lui a été interdit d'entrer sur la propriété sans permission. Le tribunal a renvoyé les signatures falsifiées, les transferts de succession, la fausse notarisation et la violation de l'ordonnance d'interdiction de contact aux enquêteurs. Une audience ultérieure déterminerait la restitution, les frais de justice et si l'intérêt bénéficiaire de Grant devait être suspendu ou résilié. Grant n'a pas seulement perdu sa revendication. Il a perdu le bouclier financier qu'il attendait de Hawthorne. Bellwether a exigé le remboursement. Les investisseurs ont déposé de nouvelles plaintes. Sa société de courtage l'a suspendu et l'a ensuite licencié pour avoir omis de divulguer un litige impliquant les fonds de clients. Des organisations professionnelles ont placé ses adhésions en cours de révision. Le promoteur du complexe hôtelier s'est retiré et a nié avoir eu connaissance des restrictions de la fiducie. La réputation de Grant s'est effondrée parce que son plan dépendait du silence de tous les autres. À l'extérieur du tribunal, les proches qui avaient douté de moi se sont excusés. J'ai accepté leurs paroles, mais je n'ai pas prétendu que les dégâts avaient disparu. Plusieurs m'avaient poussé à céder avant même de demander à Grant une seule preuve. Ils avaient confondu la confiance en soi avec le caractère et la paix familiale avec ma soumission. Je leur ai dit que reconstruire la confiance nécessitait plus que de me soutenir après le jugement. Grant est parti par une autre sortie. L'homme qui m'avait ordonné de quitter la famille avait maintenant besoin de la permission du tribunal pour entrer dans la maison qu'il prétendait posséder. 3 mois plus tard, le tribunal a rendu son ordonnance civile finale. Grant a été tenu responsable de l'argent de la succession détournée par son entreprise, des dommages causés pendant son contrôle non autorisé, de la plupart des frais juridiques de la fiducie et du coût de la levée du privilège frauduleux. Ses distributions en tant que bénéficiaire ont été suspendues et redirigées vers la restitution. En vertu de l'accord de fiducie, il ne pouvait demander une réintégration limitée qu'après avoir satisfait au jugement, rempli des divulgations financières approfondies et prouvé qu'il ne menaçait plus la propriété. Ses dettes dépassant ses actifs, une réintégration était improbable pendant des années. Le tribunal ne m'a pas transféré au sort Norchard parce que la propriété n'avait jamais appartenu à aucun des frères et sœurs personnellement. Au lieu de cela, je suis devenue fiduciaire remplaçante, soumise à des audits indépendants et à des obligations de préservation. Cette distinction importait. Grant avait cherché à devenir propriétaire parce qu'il considérait la ferme comme de l'argent attendant d'être extrait. J'ai reçu l'intendance, ce qui signifiait du travail, des limites et de la responsabilité. Je ne pouvais pas vendre le verger pour un profit personnel ni l'hypothéquer pour financer ma vie. Ma responsabilité était de le garder stable tout en protégeant les terres et les bâtiments. Ce n'était pas un trophée pour avoir vaincu mon frère. C'était le devoir que nos parents avaient préparé quelqu'un à accomplir. Des enquêtes criminelles et réglementaires distinctes se sont poursuivies. Grant a finalement conclu des accords concernant les faux dépôts, l'utilisation abusive des fonds et la machination de notarisation. Il a perdu sa licence immobilière, a cédé ses parts dans 2 entreprises et a été contraint de divulguer sa mauvaise conduite financière dans ses futures candidatures professionnelles. Des investisseurs ont obtenu des jugements contre lui. Sa voiture de luxe a été saisie et son appartement a été vendu lors d'une restructuration de dette. Des amis qui louaient autrefois son ambition ont cessé de répondre à ses appels lorsqu'ils ont réalisé qu'il avait utilisé leur présentation pour attirer des investisseurs.
Sa petite amie a mis fin à leur relation après avoir appris l'ampleur de sa tromperie. Je ne célébrais pas chaque perte, mais je refusais de qualifier les conséquences d'injustes. Elles étaient liées au choix que Grant avait fait à plusieurs reprises. Il aurait pu divulguer ses dettes avant Thanksgiving. Il aurait pu demander de l'aide sans exiger la propriété. Il aurait pu retirer le faux dépôt, accepter la médiation ou admettre la vérité. Au lieu de cela, il a créé de nouveaux mensonges, ciblé ma carrière, retiré des dossiers, recruté des proches et essayé d'acheter de faux témoignages. Sa chute ne venait pas d'une seule erreur désespérée. Elle venait d'une chaîne de choix dans lesquels protéger son image importait plus que de protéger quiconque d'autre. L'automne suivant, j'ai rouvert Hawthorne Orchard dans le cadre d'un plan de préservation et d'utilisation communautaire. Une partie de la superficie a été louée à une jeune coopérative agricole. Nous avons restauré le pressoir à cidre d'origine et converti la remise en un espace de formation pour les étudiants qui étudient la maçonnerie historique et la conservation agricole. Les sorties scolaires ont repris. Le verger a généré suffisamment de revenus pour couvrir l'entretien sans vendre de terre. J'ai créé une petite exposition documentant le travail de restauration de mes parents, mais je n'y ai pas inclus le scandale. Les actions de Grant ne méritaient pas de définir l'histoire du lieu. Tante Rebecca a aidé à organiser la réouverture. Nous avons reconstruit la confiance lentement. Elle a accepté la responsabilité d'avoir laissé la peur financière réduire au silence son jugement. D'autres proches ont également changé. Nous avons cessé de traiter les questions inconfortables comme une trahison. Les décisions de la fiducie étaient documentées et examinées de manière indépendante. Personne n'a reçu d'autorité simplement parce qu'il parlait avec confiance ou se trouvait être l'enfant aîné. Le premier Thanksgiving après l'audience était plus intime. Grant n'était pas invité. Certains proches ont dit que son exclusion contredisait la guérison familiale. J'ai expliqué que le pardon et l'accès n'étaient pas la même chose. Je ne passais mes journées à le détester, mais je ne lui permettrais pas d'entrer sur la propriété tant que la restitution restait impayée et que les enquêtes se poursuivaient. Les limites n'étaient pas une vengeance. Elles étaient ce qui empêchait le même mal de se reproduire. Vers la fin du dîner, tante Rebecca a placé le livre de recettes de ma mère sur la table. Nous avons préparé la même farce aux pommes que notre famille servait depuis des décennies. Personne n'a fait de discours sur l'unité ou exigé que le passé soit oublié. Nous avons mangé, parlé honnêtement et permis à la maison de se sentir à nouveau en sécurité. Grant m'a envoyé une lettre plusieurs semaines plus tard. Il a écrit qu'il avait passé sa vie à croire que la valeur venait du contrôle des négociations, des pièces et des gens. Hawthorne représentait le seul actif assez grand pour effacer ses échecs. Une fois qu'il s'était convaincu qu'il le méritait, chaque mensonge devenait plus facile. Il ne m'a pas demandé d'annuler le jugement. Il a demandé si nos parents avaient vraiment eu l'intention que je devienne fiduciaire. Je lui ai envoyé une copie de la clause de succession avec une seule phrase. Ils avaient l'intention que la personne qualifiée devienne fiduciaire. Tes choix ont déterminé que ce ne serait pas toi. Il n'a jamais répondu. Peut-être voulait-il être rassuré sur le fait que le favoritisme, la malchance ou la manipulation avaient causé sa défaite. Le document n'en offrait aucune. Il n'avait pas été escroqué de la ferme. Il s'était lui-même disqualifié pour la protéger. Pendant des mois, je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais révélé le faux numéro d'enregistrement à Thanksgiving. Peut-être que Grant aurait reculé. Plus probablement, il aurait détruit les archives de la caméra, caché les dossiers manquants et coordonné son histoire avec le prêteur et la notaire. Partir semblait faible parce qu'il ne comprenait le pouvoir que comme une domination visible. En réalité, la retenue m'a donné le temps de découvrir toute la machination. Le silence n'est pas toujours une reddition. Parfois, il crée l'espace nécessaire pour préserver les faits avant qu'un menteur ne réalise que sa performance a échoué. La leçon la plus profonde n'était pas que la vengeance est satisfaisante ou que les personnes avides perdent toujours. Les actes répréhensibles ne s'effondrent pas d'eux-mêmes. Grant a presque réussi parce qu'il s'est appuyé sur la confusion, l'urgence, la pression familiale et la réticence des gens à le remettre en question. La justice exigeait des dossiers, des conseils professionnels, des enquêtes minutieuses et le courage de rester impopulaire tant que la vérité était incomplète. Elle exigeait aussi que j'arrête de protéger l'image d'un frère aimant lorsque ses actions ne soutenaient plus cette image. Les liens du sang peuvent créer une relation, mais ils ne peuvent excuser la fraude, l'intimidation ou la trahison.
La loyauté familiale ne devrait jamais obliger une personne à abandonner sa dignité pour que tout le monde puisse éviter l'inconfort. Une famille saine ne crée pas la paix en faisant taire la personne qui a été blessée. Elle protège la confiance en tenant chaque membre à la même norme. Hawthorne a survécu parce que nos parents avaient compris que l'héritage est bien plus que la réception d'une propriété précieuse. Cela signifie accepter la responsabilité de ce que les générations précédentes ont construit et décider de le préserver ou de l'exploiter. Grant croyait qu'un acte de propriété falsifié pouvait faire de lui un propriétaire. Mais la propriété sans vérité, sans consentement ou sans responsabilité n'était qu'une autre performance. À Thanksgiving, il m'avait dit de quitter la famille parce qu'il croyait que la possession lui donnait du pouvoir sur toutes les personnes présentes dans la pièce. Des mois plus tard, la fiducie, le tribunal et ses propres dossiers ont prouvé le contraire. Il n'avait jamais possédé la maison. Il n'a jamais possédé l'autorité d'effacer mes droits. Et quand son expression suffisante a disparu, ce n'était pas parce que j'avais découvert une échappatoire intelligente. C'était parce que la vérité qu'il avait enterrée avait finalement été placée à un endroit qu'il ne pouvait plus contrôler. Nous remercions chaque spectateur qui est resté avec cette histoire du début à la fin. Cette histoire est complètement fictive et réalisée uniquement à des fins de narration dramatique, de divertissement et d'éducation. Nous espérons que le message vous rappelle que même après une trahison, une réaction ou une humiliation, vous avez toujours le droit de reconstruire votre vie avec paix, confiance et un avenir qui vous appartient pleinement.